Merci pour cette introduction, cher Jacques Glominski. Vous avez choisi, membre du collège, d'ouvrir la chaire de création artistique par l'architecture. Peut-on enseigner la création? J'imagine plutôt essayer de dire ce que créer m'a conduit à penser. On peut témoigner d'une expérience. Ce qui a nourri la mienne, c'est le fait de construire, de dessiner, d'écrire, de réfléchir pour construire ou pour faire construire les autres. L'architecture concrétise le temps et pour l'évoquer, on a l'habitude de présenter les chefs-d'œuvre, les preuves héroïques de l'existence de la discipline, les modèles. Mais pour parler de la création, de ce que nous pouvons rêver et calculer aujourd'hui, ce serait prendre une voie très académique. Le monde n'est plus le même. Au contraire de la démarche scientifique qui définit son corpus au sein d'un système général repéré, il nous faut élargir considérablement le regard, il nous faut, pour percevoir notre époque, prendre du recul. Ainsi, pour commencer, je vous propose de regarder des images de ce monde visible qui va être notre sujet. Et j'englobe dans le mot architecture, au fond ici, ce dialogue de l'homme avec son environnement. On n'a pas vu la première. Voilà, à Teotihuacan, on pourrait penser quand on y va que l'homme a voulu essayer d'imiter la nature et de faire mieux qu'elle, plus pure, une montagne, une pyramide. Le LEM, qui est arrivé sur la Lune, architecture frappante, une favela à Rio, un immense habitat collectif encore, et cet habitat collectif dans une ville de Pologne. Le mythe peut-être de l'architecture, et un autre mythe, la Villa Farnsworth de Frank Lloyd Wright en Illinois, une rue qui pourrait être de 1000 villes petites et pauvres, bidonvilles, villes d'Italie du Sud, à Denver une route, une maison. Et ici, les premiers essais de béton en 1901 pour des fortifications en France. Rio, vue du ciel, la nuit, dans un endroit d'Iran. La ville de São Paulo, vue d'hélicoptère. Ce que vous voyez là s'étale sur 70 km. Un cimetière au Japon. Une villa de Neutra en Californie. Et à Petra, tout le monde connaît peut-être cet habitat dans la roche. Las Vegas, donc il y aurait énormément à dire, on parlera de tout cela. Les Cévennes, l'homme qui aménage la terre, les vaisseaux qui tournent autour de la terre, et les premiers travaux égyptiens creusés dans la roche, l'explosion chinoise où tout semble permis et le coin d'une petite ville de France. Le sud du Maroc et ses architectures de terre qui défient le temps et un centre commercial parmi des milliers qui sont devenus les lieux urbains, dit-on. Donc vous voyez, je montre le trivial et le grand, le Mont Saint-Michel et Ispahan, une usine et un souk. Parce que cet imaginaire qui est en jeu, eh bien, il se trouve que l'architecte réagit à tous ces lieux, une maison de Baragan, vous voyez, ou bien ces architectures de port, une petite, presque un village sur l'eau en Mésopotamie aujourd'hui, et une des premières structures en béton.
l'explosion des villes chinoises, ici une vue banale de Shanghai, et Quangli, non loin, une ville qui vit encore. Une rue, comme il y en a des millions sur la Terre, une rue pauvre, voire très pauvre, et puis l'oasis, l'intériorité d'un pavillon de thé japonais où le microcosme du paysage est devenu immense. Et ces villes, ces médinas vues du ciel, et un quartier de la Défense. Vous avez vu ici une rue à Osaka et une vue d'avion en Algérie. Voilà, on est encore dans une ville chinoise. Les objets architecturaux sont quelquefois mobiles, ils sont quelquefois sur l'eau. Ils sont partout, ils sont de plus en plus nombreux, cherchant à dire ce qu'est l'architecture, ce qu'elle transforme, cherchant à cerner la pensée qu'elle soulève, le territoire de cette pensée. Je voudrais évoquer justement tout ce vaste champ qui nous est accessible, s'ouvre à notre regard sur la Terre, là où nous sommes apparus, là où nous marchons, respirons, travaillons, ce champ qui nous rend visibles toutes les choses. Celles qui étaient déjà là, celles que nous produisons, nos habitats, nos objets, nos millions d'objets disséminés sur les plaines, au milieu des arbres, des fleuves, tout cet espace que nous modelons sans cesse, ce milieu transformé, produit par l'homme sur la planète, est un artefact, une sorte de double artificiel de la nature, et il nous échappe de plus en plus. C'est un révélateur du monde, honnête, implacable même. Il faut savoir le regarder. Et pour moi, c'est cette production, ce dialogue incessant de l'homme avec son milieu qui définirait notre intérêt ou mon intérêt pour l'architecture. En ouvrant cette chaire de création artistique, le Collège de France semble élargir sa vocation et investir un territoire de la pensée qui a priori ne lui est pas habituel. Les disciplines de l'histoire de l'art, de l'iconographie ont bien défini leur objet et leur méthode, mais en nous intéressant aujourd'hui à la création même de l'art, nous passons en quelque sorte de l'autre côté du miroir que nous tend la science et ses analyses. Nous entrons dans une autre finalité. L'engagement dans la production caractérise l'architecture, la distingue en partie de la science pure, mais je dirais que c'est avant tout notre relation à la vérité qui me semble fondamentalement différente dans l'un et l'autre cas. Il n'y a pas une seule vérité en art, et cette phrase semble une provocation tant elle contredit l'idée peut-être de vérité. Cette année, grâce à l'honneur que vous me faites en m'invitant, et je voudrais dire ici ce que l'espace m'a appris. Je voudrais saluer cette ouverture du Collège de France à la création artistique voulue par Jacques Glowinski, le remercier ainsi que Roland Recht et Pierre Rosanvallon qui sont venus me proposer cet enseignement, et vous-même, membre du Collège, qui m'avez accepté. C'est une chance que vous me donnez de sortir de la machine productive, de ce qu'on pourrait appeler la machine productive dans laquelle un architecte se trouve installé, de m'obliger à rassembler les notes et les projets qui m'entourent, de réfléchir à ce que nous apprend l'architecture aujourd'hui, dans ses effets, dans sa production. C'est souvent saisissant, c'est souvent édifiant, c'est une figure du monde. Je ne voudrais jamais cesser d'être étonné en voyant une locomotive. Je ne voudrais jamais cesser d'être étonné en voyant une locomotive, disait Apollinaire. L'étonnement est l'étincelle heuristique de toute création artistique, mais l'étonnement est aussi celui du savant dans la découverte, ou avant, du philosophe sur la question existentielle. Avec l'architecture, dans les villes, les bâtiments, je suis curieux, je suis étonné. Ce sont comme des livres, dirais-je, mais non, cela ne se contente pas de raconter. Cela me met en situation, mon corps est autre. Je suis étonné à Pékin et par les berges de la Seine, je suis étonné par Manhattan et le ciel que découpe jusqu'au sol sans fin la perspective de ses rues verticales. Je suis étonné à São Paulo avec sa plaine sans fin de petites tours et ses rues comme des fresques narratives de vitrines et de maisons. Je suis étonné que la symétrie ait été un dogme non prononcé pendant des siècles d'architecture. Et je suis étonné que dans le monde d'aujourd'hui, l'idée même d'architecture survive. Je n'envisage pas, en fait,
de parler d'architecture sans parler et la comprendre dans la condition urbaine élargie que j'ai évoquée. Toute architecture engage pour moi une vision de ville qui dépasse le bâtiment construit, et dans presque toute situation, une architecture suppose ou contredit, consciemment ou non, un mode d'agrégation urbaine. Imaginer l'architecture autrement, c'est pour moi réduire sa portée sociale, historique et culturelle. La ville, c'est une immense accumulation d'activités, de bâtis, de réseaux, de voies rapides, de ponts, de jardins, de réservoirs, de véhicules, de stockage, de décharges et de gigantesques boîtes de lieux de commerce ou de distraction. Cette ville n'est pas seulement en transformation constante et retardée, elle est un défi, elle a explosé, on le sait, elle accueillera 3 milliards de personnes l'an prochain, soit 50% de la population mondiale, et d'ici l'an 2030, les citadins devraient être près de 5 milliards. Il n'y a pas une seule vérité en architecture. Il suffit aujourd'hui, lors d'un concours d'architecture, de regarder les projets exposés. Nous sommes frappés de découvrir que face à un problème complexe, précisément posé, conditionné par les mêmes facteurs, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, parfois beaucoup. Rien ne se ressemble. Jusqu'au XXe siècle, tous les projets se ressemblaient dans leur style et même le plus souvent dans leur grand parti. Il y avait un style d'époque admis par tous. Il n'y a pas en art une vérité unique, il est banal de le dire, mais je pense que c'est là que réside son importance dans l'époque moderne. L'incertitude est la vérité. Elle entoure tout projet d'architecture. Certes, des convictions, des réussites attestées, des effets directement repérables, des évidences justifient le travail. Mais depuis mes débuts, chaque projet m'a paru reposer la question. Qu'est-ce que l'architecture? Quel est son sens? Mon projet répond-il au strict énoncé des besoins énumérés par les 500 pages du programme et avec tous les règlements? Ou bien ce projet répond-il avant tout à l'idée que je me suis faite lentement de ce que les lieux apporteraient au vivant humain chaque jour et même de l'image qu'ils porteraient? Et cette idée que je me fais dire souvent que l'architecture doit servir d'abord à vivre mieux, à rendre l'espace heureux. Mais cette idée que je me fais est subjective, et est-ce bien ce qui définirait l'architecture et la distinguerait de la baraque? Et en plus, il y a de merveilleuses baraques. À la fin de mes études, nous cherchions à éliminer le plus possible les décisions subjectives. Nous avions besoin de ressentir, de connaître la légitimité d'une forme architecturale. Parce que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi je parle d'art public à propos d'architecture. J'ai toujours dû répondre publiquement de mes actes parce que le bâtiment est imposé à tous. Les bons architectes se sentent responsables de ce qu'ils ont fait d'un programme ou d'un site. L'artiste, lui, n'est pas tenu de s'expliquer. Il peut parfois s'adresser à tous, être imposé, mais depuis le XIXe siècle, son statut est différent. On lui demande l'absolu d'une aventure individuelle, l'absolu d'un regard personnel, et nul n'est tenu à entrer dedans. L'artiste n'a pas de compte à rendre, dans une certaine mesure, l'architecte, si, presque toujours. Certains architectes pensent qu'ils ne sont responsables que devant celui qui les paye. Je vois là un très grave défaut d'éthique et même de passion. De passion parce que la responsabilité dont je parle, nous ne la vivons pas comme un lourd fardeau que nous assumons avec un bel altruisme. Il y a certes de l'engagement civique, politique, mais il y a aussi la passion du jeu créatif, de la vie, de la ville, et je vais employer un mot qui est tabou souvent, de la beauté. Et de plus en plus, les promoteurs, face à des sites et à un environnement sensible, au questionnement redouté du public, commencent à considérer que l'architecte doit être le garant de cette responsabilité civique. C'est vous qui savez, nous disent-ils. Et ils ajoutent parfois, serons-nous fiers de ce que nous avons apporté? Ils ne sont pas tous comme ça, mais je dis de plus en plus. À l'époque moderne, et j'appellerai ce soir ainsi l'époque du mouvement moderne du XXe siècle, il y avait une doctrine, comme à toutes les époques antérieures, qui par périodes successives ont eu leurs conventions, leur style admis par tout le monde. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
C'est le trait majeur de notre nouvelle modernité. Il n'y a plus de conventions partagées, de méthodes, de styles légitimes d'époque. À l'ère de la technique, et après toutes les visions déterministes du monde qui l'ont fait advenir, le maître d'œuvre d'un bâtiment, enlacé d'un corset de règlements, de normes, est absolument libre sur toute la Terre de suivre son idée, son caprice, son génie, son ignorance, sans qu'aucun modèle désigné et aucune autorité ne puisse atteigner ce vertige. N'est-ce pas magnifique? C'est aussi très problématique. Certes, il y a des explications, il y a des présentations devant des associations d'habitants, des avis, des refus donnés par des commissions qui sont nécessaires, qui sont utiles. Mais voici comment Churchill définissait le chameau. C'est un cheval dessiné par une commission. Il y a un siècle, c'était simple. Un architecte devait connaître les conventions et le style d'époque. Il devait les respecter pour contribuer bien à l'architecture d'une ville. Aujourd'hui, chaque site, est une page blanche pour tout architecte et chacun devrait à chaque occasion être un artiste créatif. C'est une illusion, c'est impossible et c'est le cauchemar des urbanistes. Très peu d'entre eux tentent de penser cette liberté, ils doivent produire. La production du bâti représente un marché important et elle n'a pas l'angoisse de la page blanche. A-t-elle besoin d'architectes, cette production du bâti? Pratiquement non. Les plans d'une grande part de ce qui se construit dans le monde, d'une très grande part de ce qui se construit dans le monde, depuis 50 ans, sont faits par des bureaux techniques où il n'y a pas à proprement parler d'architecte au sens où j'ai parlé de celui qui se porte responsable devant la collectivité et l'esprit du temps. Mais même avec architecte et même avec argent, cela n'est pas toujours réussi. Notre époque serait-elle aveugle? Manquerait-elle de talent? Je vois le désespoir des jeunes stagiaires qui viennent dans mon bureau, qui viennent d'Asie, de Pologne, du Brésil. Ils me disent « je vais retourner dans mon pays et tu ne peux pas savoir. C'est une catastrophe ce qu'on va me demander de faire. Il n'y a plus d'architecture. Je vais produire des plans pour des bureaux commerciaux. » La construction courante mondiale reproduit depuis quelques décennies des formules rentables. Elle étale le plus souvent, couche après couche, ce que Rem Koolhaas, sous le titre « Junk Space », a caractérisé comme la somme de décisions non prises. La machine productive, en effet, avance toujours. Allons voir l'inauguration d'un grand bâtiment. Regardons non pas les lieux, mais la scène théâtrale. Il y a le maire, il y a le préfet, il y a l'investisseur, l'habitant, le promoteur ou le maître d'ouvrage public. Il y a l'architecte, l'entrepreneur, ses sous-traitants, cela peut faire 24 corps de métier. Il y a l'économiste qui a le calcul des prix, les ingénieurs de structure et de chaque spécialité, une dizaine, climatisation, plomberie, courant fort, courant faible, sécurité, maintenance, acoustique, écologie, système électronique, j'en oublie. On voit le bureau de contrôle, le pilote, les responsables du permis de construire, l'architecte du patrimoine, le responsable de la vente, le bureau qui a écrit le programme, ceux qui ont fait les normes et qui vont les améliorer, ceux qui vont acheter l'entreprise ou l'immeuble. Peut-être il y a un promeneur qui voit tout ça et qui ignore cette sombre complexité. La logique de la société technicienne découpe le réel en champs de compétences et de performance. C'est notre seule et unique méthode. Voilà ce qui nous tient lieu de doctrine. Cette Babel technique installe une étanchéité, voire des situations contradictoires entre tous ces couloirs. Mais elle avance, car elle exclut l'incertitude. Donc elle peut produire. Et la somme des décisions non prises dont parle Rem Koolhaas est en fait une addition de multiples micro-décisions objectives, prises chacune dans un couloir de performance précis. Nous vivons ça constamment. C'est dans les années 60 que nous apparaît cette question du sens et de la légitimité de l'architecture dans notre époque de la technique. La révolution informatique, l'expansion des télécommunications s'annonçait et promettait de faire de nous des mutants. Étudiants, on rêvait de systèmes, d'une autoconstruction générale, permettant à tous la liberté de choisir son habitat, comme on choisit des voitures, de le brancher, et aux villes de devenir naturelles. C'était évidemment une utopie,
Elle répondait aux questions apparues face au programme de l'urbanisme moderne et au programme de notre époque, de cette époque-là. Elle répondait aux cités que le programme de l'urbanisme moderne avait si vite et si efficacement construites partout pour accueillir le grand nombre, permettre aux gens de ne plus être dans des bidonvilles. Et la question était, est-ce que cela tiendrait? Est-ce que la vie prendrait? Dans bien des cas, on avait annoncé les immeubles comme des solutions pour l'urgence, pour 30 ans. Mais le règne du calcul économique s'annonçait, avec son critère de rendement absolu. Bientôt, je me disais que toute la logique productive paraîtrait exclure l'architecture. Et la croissance des villes s'est poursuivie, chaque décennie apportant ses contradictions, ses nouveautés, se heurtant aux précédentes. Pourquoi l'agrégation des villes ne se fait plus facilement? Nous voyons une situation de crise chronique, une inadaptation massive des lieux et des structures. Ce thème, qui pourrait s'appeler celui de la crise vitale de la ville contemporaine, est devenu un leitmotiv, une définition de l'ère moderne. Elle est énoncée dès 1925 comme point de départ de toute l'aventure intellectuelle de Le Corbusier, qui écrivait alors dans son livre Urbanisme, je le cite, Le Corbusier, « Disons dès maintenant que depuis 100 ans, submergés dans la grande ville par une invasion subite, incohérente, précipitée, imprévue et accablante, pris de court et désarçonnés, nous nous sommes abandonnés, nous n'avons plus agi. » Et le chaos est venu avec ses conséquences fatales. La grande ville, phénomène de force en mouvement, est aujourd'hui une catastrophe menaçante, pour n'avoir plus été animée d'un esprit de géométrie. On tourne la page, et c'est à toutes les pages. 4 pages plus loin, les grandes villes sont inefficaces. Elles usent le corps, elles contrecarrent l'esprit. Le désordre qui s'y multiplie est offensant. Leur déchéance blesse notre amour-propre et froisse notre dignité. Elles ne sont pas dignes de l'époque, elles ne sont plus dignes de nous. On pourrait reproduire 80 ans après le même verdict. Est-ce l'esprit de géométrie, est-ce l'esprit de finesse qui a manqué? C'est surtout le temps. Le temps aux idées de mûrir au lieu de se stratifier. Le temps pour les lieux dans l'espace de se stratifier. Ces appels de Le Corbusier ont mobilisé les esprits. Après la guerre, les efforts de planification, de production ont été considérables, ils ont répondu à des besoins urgents, mais sur la durée, la réalité a résisté. Avec la ville, le rêve de la technique s'est heurté à un obstacle spatial, social et matériel. Je me souviens qu'au moment où marchait le premier homme sur la Lune, il m'est venu à l'esprit très vite, juste après l'enthousiasme suscité par ces images sur l'écran, conquête inouïe de l'espace là-bas, gloire de la technique, gloire de la science, mais incapacité ici pour nous de faire un bout de ville, de construire un quartier réussi, ensablement dans la matière lourde et l'économie pauvre de la ville quotidienne. Il me semblait, devant cette image, que l'on entrait dans un temps nouveau, non seulement pour la conquête de l'espace lointain, mais aussi parce que le rapport de l'homme à son espace allait se modifier ici, sur la Terre. Nous changions d'époque, le futur paraîtrait bientôt infiniment complexe. Il y a une crise latente avec l'espace humain, une incessante inadaptation. Est-ce un retard? Est-ce un laisser pour compte sans retour? Parler de cette crise après les événements du mois de novembre fera penser à son enjeu. Invitera à rappeler qu'il n'est pas tout entier spatial comme a semblé l'imaginer Le Corbusier. L'espace restant tout de même, in fine, une preuve, là où ça se voit et parfois s'exprime violemment. Cette crise incessante, en évolution, semble définir notre condition moderne avec ses thèmes en écho, les croissances ultra rapides des mégapoles, celle ahurissante des villes chinoises, la menace sur les climats et sur l'eau. Loin de jouer, en brandissant le mot crise, l'effet d'autorité, l'effet stupéfiant, je voudrais dire simplement et modestement que cela pose une question: que répondre? Et quand nous admettons, en parlant des cités, que ce n'est pas seulement une question architecturale, il faut aussitôt se demander si ces espaces, ces quartiers ont un avenir, si demain les immeubles pourraient être rachetés, revendus. Il faut savoir si de la valeur a été créée et demeure pour les habitants du futur, et c'est la question que nous devons nous poser chaque fois que nous construisons. J'ai intitulé cette conférence « Architecture, figure du monde, figure du temps ». Le temps. Nous en avons une représentation courante.
c'est une ligne, c'est plutôt même un vecteur orienté. Ce n'est plus le cycle des saisons, des dynasties, des épopées. Notre représentation du temps, ce serait plutôt une voie sur laquelle nous avançons, ou plutôt sur laquelle vous avancez, vous, savants. Dans le vaste système des sciences et des savoirs, ce réseau en évolution incessante que vous modifiez et agrandissez constamment, chaque découverte s'appuie sur les avancées de vos prédécesseurs pour ouvrir des voies nouvelles, rendre parfois caduques les anciennes explications. Le programme serein de cette vaste entreprise qui éclaircit peu à peu l'obscurité de l'univers tend toujours à en maîtriser de nouvelles régions. Il ne s'arrête jamais. Et c'est ce mouvement qui est devenu notre image moderne du temps, orientée vers le futur. Plus que l'espace, c'est une représentation commune du temps qui fait une civilisation. Le récit du développement des sciences depuis l'apparition de la pensée rationnelle en Grèce a imposé progressivement, à côté de la religion, parfois contre elle, cette vision enseignée de la signification donnée au temps, qui est devenu notre destin commun. Une fondation qui n'est pas justifiée par le passé, mais par le devenir. Ce temps que nous nous représentons comme une flèche, comme un voyage qui s'accélère, c'est vous-même, savants, qui en justifiez la figure de mouvement. Elle paraît donner un sens à la fuite des vies, de nos vies. C'est votre rôle d'entretenir le foyer du mythe qui nous tient ensemble. Et dans cette représentation du temps, l'architecture a toujours paru avoir la fonction absolument antithétique. Elle est restée gardienne au cours des siècles d'une autre vision, même lorsqu'elle innovait. Le mot architecture résonne d'abord selon le mode d'une mythologie, comme un avoir-été, une fondation ancienne, un monde antérieur au devenir actuel. Le sens de la vérité habite le savant, et il me semble que c'est le sens de la piété qui a pendant des siècles présidé à la construction de nos villes, la piété envers le passé. Créer l'habitat d'une communauté, ce fut le plus souvent l'identifier à son lieu, le fonder par l'autorité des anciens, le récit des origines et de la naissance oubliée que l'architecture devait dire. Agrandir la maison, la ville, c'est respecter les ancêtres, transmettre le témoignage. L'enseignement de l'architecture, jusqu'à celui que j'ai connu, moi, et que j'ai reçu, a toujours été basé sur cette référence à la tradition, que j'ai reçue dans mes débuts d'enseignement, pas par la suite. C'est un art de l'imitation, disait Quatremer de Quincy, tenu à suivre et à réactualiser sans cesse des modèles instaurés. Ce furent quelques siècles de travail, mêlant l'exégèse des écrits de Vitruve, l'appréciation comparée des grands exemples grecs et romains, mis à jour à partir de la Renaissance avec Palladio, Alberti, Serlio. Cela se poursuit au fil des siècles avec Fréard de Chambray et son parallèle de l'architecture antique et de la moderne, Perrault et sa querelle des anciens et des modernes. Tout, d'ailleurs, revient toujours à un sujet central et originel, c'est la colonne. Comment dessiner une colonne? Des milliers de planches, des milliers de pages. Quelques interprétations du style. Dans son évolution lente sur des bases techniques assez constantes, l'architecture semblait représenter toujours le récit muet et donc incontestable des origines, selon la rhétorique d'un art discipliné et disciplinaire qui s'est vu régulièrement prier d'innover en se ressourçant, en retrouvant la vertu du modèle antique au prix d'un nouveau travail d'exégèse et de relevé archéologique. On a vu ainsi à l'époque de la Renaissance et à celle des Lumières les traités d'architecture rejetés comme des barbarismes, les merveilleuses inventions gothiques, les libertés audacieuses du baroque. C'était pour prôner la leçon de la Grèce et de Rome. Garnier, Soufflot, Blondel, Palladio utilisent la même boîte à outils que Vitruve. Et cette constance de l'architecture ne nous étonne qu'aujourd'hui. C'était sa raison. Pour devenir un maître, il fallait aller à Rome. Quand Paestum a été découvert, il fallait aller jusqu'au-delà de Naples pour dessiner ce qui avait été dégagé des ronces. Lorsque Gustave Eiffel veut construire sa tour, la bienséance architecturale qui avait sa commission lui impose de suspendre sous le premier étage les grands arcs cintrés qui nous sont habituels. Ces éléments inutiles et décoratifs ont évidemment à l'époque paru constituer une amélioration, une manière d'apprivoiser l'âpreté de la technique. Et Gustave Eiffel et son architecte ne les a pas refusés. De fait, c'est 25 ans après que ces arcs ont pu commencer à paraître illogiques.
La vérité avait pris la place de la piété. Car soudain, au siècle dernier, ce fut le retournement brutal. Alors que le passé représentait depuis des siècles toute la légitimité du style, c'est l'inverse qui est promu, brusquement. Le référent n'est plus l'antique, mais le futur. L'architecture devra rompre avec le mythe des origines, plus jamais elle ne devra suivre la tradition, elle chantera le mythe nouveau du devenir technique. J'emploie ici le mot futur et non le mot avenir. Le futur est ce qui sera, l'avenir ce qui adviendra, nous dit le Littré. Ce moment de l'histoire de l'esthétique, plus que toute autre rupture dans l'art, est fondateur, il a changé nos vies. Une légitimité nouvelle est donnée à la forme architecturale qui se perdait dans une résistance à l'avènement technique. La colonne, l'arc, le fronton signalaient à eux seuls une construction ayant le nom d'architecture. Un paradigme Ils sont rejetés. À la place apparaît la machine, l'objet technique. Un paradigme en a remplacé un autre. Le paquebot, le vélo, l'avion sont les exemples de cette beauté du vrai enfin dévoilée et comprise. Moment de renaissance, d'aspiration nouveau, ce renversement prodigieux, enthousiaste, né de la vision claire de quelques hommes. Une après-guerre l'a vu naître, une autre l'a fait s'imposer et se schématiser, il faut le dire. Plus jamais l'imitation ne sera la méthode, ce sera la rupture. Rien ne devra être comme avant. Lorsque Renzo Piano, grand architecte de notre époque, a reçu le Pritzker Prize, il a fini son discours par une phrase très simple et belle que j'ai retenue. Il disait « J'avais 7 ans en 1945 quand commença le miracle de la reconstruction de l'après-guerre. Au nom du progrès et de la modernité, on a dit et fait beaucoup de bêtises. Mais pour ma génération, le mot progrès signifiait réellement quelque chose. Chaque année qui a passé nous éloignait des horreurs de la guerre et notre vie semblait s'améliorer de jour en jour. Grandir dans cette période signifiait avoir une confiance obstinée dans le futur. » Ainsi, Renzo Piano plaçait son œuvre, son prix et son idée de l'architecture sous la bannière de ce sentiment ardent du temps tourné vers le futur. Il faut préciser que l'architecte italien, en cette occasion, répondait au discours qui le précédait, qui était un hommage à l'architecture prononcé par l'historien et critique Vincent Scully. Ce dernier présentait une vision et une généalogie de l'architecture moderne aux États-Unis, fondée sur un humanisme enraciné dans la tradition de la maison américaine, plus que sur le modernisme européen. Ces discours étaient prononcés dans les jardins de la Maison Blanche où se tenait l'événement. On voyait ainsi réapparaître comme un face-à-face la maison des ancêtres, la légitimité fondatrice venue du passé, et celle mobilisatrice orientée vers le futur. L'architecture dit le temps, et j'entendais dans cet échange de discours à quel point cette signification, cette vision qu'elle donne du temps est sa raison d'être. Ça fait très 30, c'est très 19e, il y a un côté égyptien. Entendons-nous dès qu'il s'agit de style. Style, c'est justement le mot que les modernes ne voulaient plus entendre. On voit que l'architecture est l'enjeu d'une lutte constante, qui passe du théâtre de la raison à celui du goût, de la passion égoïste au sacré, mais on sent que la querelle des anciens et des modernes n'ont rien de frivole. Secrètement, la question est de savoir si, au-delà de la mort, nous nous reconnaissons un destin commun. Renzo Piano manifestait une belle certitude, et je me souviens m'être dit à ce moment-là que j'étais né à l'architecture avec le même enthousiasme que lui pour le futur, mais que quelques années après, j'eus une deuxième naissance. Celle qui m'a donné ma raison de faire de l'architecture est précisément de vouloir construire. Et elle est venue après une période de questionnement, justement, sur le sens que ces temps nouveaux, les nôtres, donnaient à l'architecture. Discipline ancienne dont on pouvait imaginer à ce moment qu'elle n'était plus adaptée à l'époque. Au début des années 70, ce n'est pas à partir d'une vision enthousiaste du futur seulement que j'ai reformulé ma volonté de construire. C'est à partir du constat qu'il était urgent de s'occuper de l'espace, du visible, qu'aucun spécialiste technique n'était là pour savoir le faire.
Dans le milieu des années 60, en opposition à l'esprit de l'école des beaux-arts, nous étions épris de méthode et de savoir. La doctrine fonctionnaliste, son esprit de simple réponse aux besoins, dans l'honnêteté de la vérité technique, correspondait bien à l'époque. Elle était en phase avec l'industrie. Ce credo fonctionnaliste avait été une rhétorique de combat qui avait donné à l'architecture un nouveau rôle dans l'ère de la technique, tout en grandissant cette dernière, en rejetant les masques décoratifs, ce qui avait été appelé les pâtisseries viennoises. Or, il nous semblait que la méthode devait être élargie, qu'il fallait pousser plus loin l'analyse. Obsédés d'objectivité, nous nous méfions à ce moment-là de l'art du flou. On s'était demandé, au début du XXe siècle, devrait-on ajouter un supplément d'âme esthétique à la technique qui était entrée dans le squelette du bâtiment ? Les premiers modernes avaient tranché cela. L'architecture ne serait plus un décor ajouté, elle serait la révélation de la beauté technique. Et la simplicité d'une poutre de métal, d'un voile de béton, d'une géométrie constructive restait notre sol sensible. La vérité et la beauté de la construction, c'était bien, mais était-ce suffisant ? La vie, comment imaginer la vie ? Et ce grand nombre des habitants ensemble. La sémiologie se présentait pour les uns, la théorie des systèmes pour les autres, qui attendaient l'informatique. Les langages codés, le chiffre étaient les seuls vecteurs de la technique, découpant l'analyse du réel selon ces secteurs de compétences qui se juxtaposaient. Mais pouvait-on évaluer les causes spatiales de l'angoisse, les effets des mauvais espaces ? Devait-on inclure dans le programme le rêve ou l'impalpable sensation d'intimité au milieu de la foule que procurent certains lieux ? Est-ce que le beau pourrait s'écrire ? Est-ce que l'art des surprises au long d'un parcours pourrait se prévoir ? Et le schéma mental subtil selon lequel on s'approprie une ville, pouvait-on le saisir seulement par l'écrit sans qu'il ne s'appauvrisse ? Je parlais d'effet de présence, l'effet de présence avant l'effet de sens. La sémiologie cherchait à lire l'espace, mais la perception au départ n'analyse pas. Elle commence par être impressionnée comme une plaque sensible. Ensuite, le langage, les figures, les représentations, la culture nous font de la perception un premier pas de la pensée. Je parlais de cette présence du bâti, évidente et muette, par lequel il échappe d'abord au langage si on veut l'appréhender. Et c'est l'espace, et non le langage, qui me revenait comme le propre de l'architecture. C'est une notion qui reste une vaste généralité, l'espace. On pourrait enrichir les catégories du Collège de France que je vous entends partager entre sciences dures, les autres sciences étant peut-être douces ou molles, qui sait. Avec l'architecture et l'espace, on entrerait dans les choses vagues. L'architecture nous fait d'abord imaginer sans effort de l'espace. Et le mot et la notion d'espace comme perception, comme vécu, n'entraient pas dans le langage de la technique. Nous spatialisons, nous imaginons sans cesse des configurations, des lieux, des trajets, en pensant, en parlant, en lisant un roman, en mémorisant un parcours, comme M. Jourdain faisait de la prose. Je parle de l'espace comme le vide dans lequel nous existons, qui constamment s'ouvre autour de nos corps, celui que ma voiture va traverser. Nous existons par l'espace, cette donnée qui nous est immédiate et constante, c'est notre condition première, la plus archaïque, avant le langage. L'espace ouvre ou non notre relation aux choses et aux autres. Davantage qu'un support, je la vois comme un véritable médium qui nous conditionne, que nous transformons, par lequel notre vie s'épand. À travers lui existe le plaisir, l'angoisse, la souffrance, le confort, la mémoire. Cette relation constante que nous entretenons ainsi avec le monde est automatique. Il nous faut nous étonner pour la penser. Avec l'architecture, avec la ville, on ne dialogue pas. On s'adapte, on est porté, on est ému, on est indifférent, voire angoissé, et l'on subit. C'est ainsi, dans cette communication muette et subreptice, que l'architecture a toujours eu la fonction d'impressionner, d'intimider, d'imposer le respect à l'animal humain. Elle devait exprimer, selon Goethe, la gravité, la noblesse, la rigidité, l'architecture. Pour lui, l'architecture donnait l'ordre. Aujourd'hui, dans notre société administrée, on n'a pas besoin de l'architecture pour installer la rigidité, et nous voulons que l'espace nous apporte autre chose, et c'est ce que nous nous emploierons à comprendre cette année. Quand Le Corbusier décrivait la catastrophe de la ville moderne en 1925, il voyait New York, il voyait Paris, il voyait l'automobile, l'ascenseur, il voyait les voies rapides qui allaient arriver. L'exode rural avait commencé au XIXe siècle. L'espace des villes ne serait plus le même
Mais à ce premier stade, celui de l'élargissement, cet espace vécu était toujours dominé par les notions de distance et de proximité. Avec ces réseaux de circulation où coexistaient les vitesses compatibles des hommes, des chevaux, des informations, le territoire avait été longtemps un médium homogène de relations. En un siècle, on est passé du messager en calèche à Internet. Notre notion d'espace a été bouleversée chaque année un peu plus. Le véritable Big Bang, ce fut, en France, pour nous, Paris qui devenait l'Île-de-France tout entière après la guerre. Toute l'Europe des villes accueillait l'Europe des champs. Tandis que dans un autre cycle du développement économique, quelques années après, l'effet retard de la révolution industrielle vit entrer dans des villes comme Istanbul, Mexico, São Paulo, Shanghai aujourd'hui, des habitants et des campagnes à des rythmes qui avoisinent les 1000 par jour. Depuis le temps de nos cités modernes de l'Europe, celles des années 50 et 60, il s'est bâti d'autres couches de villes, des nébuleuses successives. Les villes se sont diffusées et dans le même moment, les vitesses de déplacement et les communications téléphoniques ont commencé à dilater l'espace sensible. Ensuite, les télécommunications, la télévision, l'horizon mondial de l'informatique ont démultiplié planétairement les échanges. Les notions de distance et d'accessibilité n'étaient dès lors plus liées. La proximité n'est plus aujourd'hui l'organisatrice principale des relations sur le territoire, que ce soit celle du commerce, de la sécurité, de la défense, de l'échange. Je parle de la proximité matérielle, spatiale. L'ancien espace homogène n'est pas seulement dilaté, il est discontinu, démultiplié, dédoublé partout par l'efficacité de l'espace virtuel. Toutes les hiérarchies de distance qui fondaient notre espace ancien et présidaient à l'installation des maisons de la tribu, des immeubles de la ville, demeurent. Mais elles sont partout contredites, ignorées par les réseaux, déplacements et connexions. Notre espace est matériellement éclaté en archipels. Dans beaucoup de zones, il est formé de couches de logiques successives, imbriquées et souvent contradictoires. Enfin, par-dessus tout, nous vivons ces espaces par segments discontinus, selon nos grands déplacements rapides et selon les télécommunications. Nous sommes en intermittence dans ces espaces proches et dans ceux du monde qui nous accaparent. C'est en fait une mutation troublante et pernicieuse. Les caractères archaïques et éternels qui fondent la situation de l'homme, sa marche, son écoute, son optique, son équilibre sont inchangés. Nous croyons être là dans l'immuable, mais nous sommes en même temps ailleurs. Là-bas est en général beaucoup plus important que nous, que ici. Le shopping, excusez-moi de prendre un mot anglais, est dépassé par le zapping, télévisuel, où tous les espaces viennent à nous sans effort. Nous sommes proches de ce qui advient à nos équipiers, à nos interlocuteurs à 400 ou à 4000 km. Nous pouvons être presque inconnus de nos voisins. Ceci n'était pas concevable il y a 60 ans. Que ce soit en Asie, qui vit actuellement son explosion métropolitaine, en Europe, où nous ne sommes plus face au problème du très grand nombre, partout, cette circulation des flux immatériels est en train de donner corps à l'homme de l'ubiquité, à la fois homme-monde et homme-maison. Homme-rue, où son personnage physique se déplace. Un foyer, une maison, c'est Internet plus un écran de télévision. Ce changement du rôle, du sens de l'espace, du lieu, de la distance dans notre savoir, dans notre vie quotidienne, dans notre représentation du monde, c'est ce à quoi doit répondre l'architecte. On pourrait dire que l'architecture devient une présence en éruption du matériel dans le virtuel. Dans une banlieue populaire de São Paulo, à Santo André, 3 personnes dans un café me racontaient avoir fait le matin une visite complète du Louvre sur Internet. 2 d'entre eux jouaient à ce moment-là sur le réseau avec un Belge et un Coréen, chacun loin dans leur pays, dans leur maison. Leur quartier à ces 3 personnes, leur rue, n'était plus qu'une part de leur imaginaire, de leur géométrie mentale, de leur appétit de vivre. Comme des anges, ils se détachaient peu à peu de la matière, de la localité. La planète s'ouvre, elle s'épand depuis son noyau dur. Avec la neige, elle s'allège, avec l'arbre, elle monte légère vers le ciel, avec le vent, avec l'eau, avec le nuage, elle se met en mouvement. Les animaux et les hommes la peuplent de corps détachés, actifs, remuants, qui taillent leur chemin, creusent leur habitat ou le tissent dans les arbres. Avec les constructions de l'architecture, la planète est d'abord creusée, sculptée, remodelée en creux, en géométrie qui lui sont inconnues,
faite de pierres appareillées, de béton moulé. La planète s'équipe de prothèses, de routes, de barrages, de ponts, de rails, de ceintures. Viennent les machines, les objets techniques détachés, parfois presque des êtres singuliers, souvent des séries innombrables, prothèses encore de la main, du cerveau, qui servent, se multiplient, puis sont parqués, entassés, jetés. Un navire coule près du Kamchatka et cela permet d'observer une inversion des courants marins qui, en suivant, les observateurs ont pu suivre des milliers de petits canards en plastique. C'étaient les jouets que transportait le bateau, qui dérive encore depuis 4 ans sur les océans le long des côtes du Canada. Avec le mouvement moderne, avec la maison, la Villa Savoie de Le Corbusier, avec la maison Farnsworth de Mies van der Rohe, cette métaphore de l'objet technique universel, pur, détaché du sol, est devenue une affirmation poétique magistrale parce que muette, d'une présence humaine qui s'écarte des attaches terrestres. Il est logique que la conquête de l'espace interplanétaire nous apparaisse dans la science-fiction comme le destin de l'humanité. En analysant l'évolution qui est allée de l'outil jusqu'à la machine et jusqu'à l'objet technique, Gilbert Simondon a parfaitement montré le passage du gestuel d'effort au gestuel de contrôle, prise de distance de l'homme vis-à-vis de la matière. Notre époque est celle du clavier, celle de la désaffection pour les métiers manuels. Nous avons désormais une grande difficulté sur les chantiers. Il n'y a plus d'ouvriers qualifiés. Il n'y aura plus de maçons. Nous avons les techniques qui assemblent à joint sec des composants de l'industrie dominent les techniques de construction qui taillent, moulent, collent la terre et le béton, la pierre et le bois. L'assemblée remplace le modelé. Le téléguidage permet d'assembler depuis un clavier à distance. Les mains restent propres. Cette révolution vise à nous rendre de moins en moins tributaires de l'effort physique, de la matière, de la distance, du lieu, du cas particulier. C'est la production en série qui est cherchée, la performance de précision. Et c'est le cas particulier, le contingent mal connu, mal planifiable, que l'on a ainsi toujours voulu éliminer. C'est l'éternelle conquête de l'universel. Je me souviens des projets d'industriels japonais qui voulaient construire des usines en Australie, entièrement automatisées, dirigées à distance avec seulement un gardien. Il faudrait écrire l'histoire de l'architecture et l'histoire de la technique comme celle qui, depuis la grotte jusqu'au satellite habité, se détache, se décolle de la Terre, s'affranchit de sa matière lourde, de la physique immédiate du terrain difficile à maîtriser, pour établir peu à peu une nature artificielle, ce système qui est notre artefact général. C'est un mouvement continu. Or, nous verrons que le cas particulier revient chaque jour en face de nous. Jean-Jacques Rousseau écrivait qu'il regrettait la géométrie de sa jeunesse avec ses raisonnements sur des figures. Le progrès des mathématiques de son époque commençant à se passer de ces tracés pour privilégier l'analyse et progresser. Faire l'économie de l'épreuve sensorielle, s'affranchir de la gangue des sensations physiques, de l'illusion des sens, s'affranchir de l'illusion des sens, c'est l'invention du langage. Échanger le mot montagne contre l'épreuve du voyage jusqu'à la montagne pour la montrer, c'est plus qu'un gain de temps. C'est aller du concret singulier à l'abstrait universel et grâce aux mots, c'est évidemment, grâce aux mots, à la formule, aux chiffres, c'est évidemment pouvoir mémoriser et combiner les informations. C'est la grammaire, ce sont les mathématiques, c'est l'informatique. Mais pour l'architecture, il faut voir pour connaître. Il n'y a rien à faire. Le médium espace semble avoir des performances de communication d'un autre monde. Et couramment, on admet que la pensée passe par le langage et par lui seul. Pourtant, lorsque je fais un projet d'architecture, je sais que je ne me sers pas systématiquement du langage. Des moments essentiels de la pensée se font sur des figures, des maquettes, des croquis, sans aucune formulation pour faire avancer cette pensée, même si les étapes après coup sont partiellement explicables.
L'architecture met donc bien en jeu, comme la peinture et la sculpture, une pensée qui ne passerait pas par le langage. Nous avons beaucoup parlé de cela avec Philippe Solers dans un petit livre appelé « Voir écrire ». Au contraire, me disait-il, plus j'écris, plus je vois. Alors, il y aurait une pensée visuelle? Oui. Mais sans le langage, elle n'existerait pas. Lorsqu'on cherche à créer un espace, on travaille sur des questions de perception. C'est le langage, finalement, qui nous aura permis de percevoir. Parce qu'il nous aura permis de reconnaître des percepts, j'emploie un mot qui a été employé par Rudolf Arnheim, de reconnaître des percepts, des effets nous auront été nommés avant notre expérience. Des mots nous ont été dits qui nous ont aidés à percevoir des phénomènes subtils qu'il a fallu des générations pour reconnaître. Puis ces mots nous ont permis de classer les perceptions, de distinguer les nouvelles qui reçoivent d'ailleurs les noms utilisés pendant le travail. Ainsi, avec l'espace, nous entretenons une activité permanente dans laquelle on s'aperçoit que voir, percevoir et nommer ne se séparent pas et qu'on ne peut enlever aucune de ces trois activités pour maîtriser cette pensée. La capacité sensorielle, réellement devenue consciente par la transmission, ne se développe que lorsque les phénomènes, les observations sont à un moment donné dites, dessinées ou mémorisées. Les mots servent à voir, encore faut-il qu'on le cherche vraiment. Et on a de moins en moins besoin de voir. La performance d'information, le code, le réseau fléché, nous invitant à ne pas voir, à ne pas spatialiser, à ne pas élaborer ce schéma mental classique. Lorsqu'on utilise un système de guidage par satellite en voiture, comme ça vous arrive souvent, cela nous est arrivé il y a 10 ans avec le système qu'on appelait là-bas Never Lost à Dallas en voulant aller à Fort Worth. Et ce système vous dit à chaque carrefour ou bifurcation de quel côté vous dirigez. Il ne faut surtout pas regarder et voir. Curieux de regarder le paysage, de repérer les grands bâtiments, d'utiliser votre système de perception sensorielle archaïque, vous mélangerez les deux logiques et si les lieux vous sont inconnus, vous êtes perdu. Ainsi, l'écran et les réseaux voient pour nous la photo d'une architecture, le film tourné à l'intérieur d'une architecture, l'image ou l'anticipation du projet transmissible vont compter beaucoup plus que le lieu concret et présent, pendant un moment du moins. C'est une chose que les architectes doivent affronter. En 1998, en roulant à la Nouvelle-Orléans, nous nous sommes arrêtés ahuris avec Elisabeth devant un terrain vague perdu dans la banlieue. Il y avait là, au fond, contre un grand pignon, oublié au milieu des chats et des verres brisés, il y avait la Piazza d'Italie. C'est un projet qui était mondialement connu, qui avait été publié en couverture de bien des livres, et nous avons découvert ainsi que cette pseudo-place avait été construite en bois peint uniquement pour être photographiée. Le hasard nous livrait la réalité. Personne ne le savait. Ce projet, qui était un manifeste d'architecture pop à modèle romain, se révélait donc brusquement être un décor. Mensonge urbain, certes, mais efficace. Et comme beaucoup de nos modélisations informatiques actuelles qui ont l'air construites. En général, les bons bâtiments révèlent sur place leurs trésors, ils surpassent ce que faisaient espérer les photos. Et je vous assure que d'autres, dont les images séduisaient, apparaissent insignifiants dans la réalité. Dans sa relation au réel, l'architecture révèle. Elle a un effet de vérité face à l'espace virtuel qui peut montrer et masquer. Notre culture perd ici ce qu'elle gagne là, et l'architecture m'apparaît ainsi comme un retour insistant de l'archaïque dans la modernité, du contingent dans l'universel, et comme je l'ai dit, du matériel dans le virtuel. Au sein de ce processus général qui guide notre époque, processus d'amélioration de la performance de transmission de l'information, que l'on pourrait nommer une déspatialisation, si vous voulez, les sites, les programmes à construire nous posent à chacun, à l'architecte, chacun nous pose leurs questions. C'est une question d'espace. Cette déspatialisation permet de comprendre en quoi aujourd'hui le fonctionnement logique et rentable des forces qui construisent une extension de ville de plusieurs millions de nouveaux habitants à Rio de Janeiro
le long de la mer, à Bara, a pu se faire en oubliant toute considération spatiale sur 14 km, en préservant toutefois merveilleusement les lagunes et les manguiers. Le long d'une voie rapide, définie par Lucio Costa il y a 30 ans, on a zoné d'un côté ceux qui habitat ou bureaux, en condominiums fermés, des grands parcs fermés, de l'autre côté ce qui est shopping, commerce. On ne sait jamais à quel endroit de la ligne on se trouve. À Bara, les habitants sont de grandes tours, des maisons luxueuses. Ils ne peuvent rien faire sans voiture. Ils ont Internet. Ils ont une plage fantastique, immense. Mais sur cette ligne si longue, dans cette partie immense de la ville, poussée en 15 ans, on perd toute notion de distance. C'est là que pour installer une cité de la musique, je l'ai élaboré comme un grand repère urbain, un marqueur d'espace. Très primitif, ça. J'ai conçu la Cidade da Musica pour qu'elle soit visible de loin, comme une présence tutélaire flottant sur un jardin. Elle a 200 mètres de long, elle est à 10 mètres de haut, pour que depuis sa terrasse à 10 mètres de hauteur, on découvre toute l'étendue de la ville. Et c'est l'idée d'un symbole public, visible de partout, que la municipalité voulait aussi réaliser. Ils ne m'avaient pas fait cette commande spatiale, ils m'ont fait la commande d'un équipement public. Voilà ce que l'architecte doit aussi traduire. Il arrive pour un projet, on opte pour la disparition, l'évanouissement. Mais cette insistance pour rendre les constructions présentes visibles, cette petite lutte pour être visible, est une constante de l'architecture. Et c'est souvent l'espace de la ville lui-même, et surtout de la ville contemporaine, qui l'appelle. C'est ainsi à New York, la tour pour LVMH Louis Vuitton, que nous avons réalisé il y a 6 ans, c'est un travail tout entier né de la question comment rendre présent ce bâtiment en évitant qu'il soit totalement absorbé par la ville de verre, alors qu'il est en verre, en évitant qu'il ne soit que le reflet de son immeuble, de son immense et sombre vis-à-vis que constitue en face de lui l'immeuble IBM qui est noir. D'où une géométrie prismatique, des astuces jouées avec les règlements de volumétrie urbaine, du zoning, et d'où l'usage d'un verre très particulier, etc. Je ne vous détaillerai pas toutes les choses employées, mais on peut dire qu'il y a une question de départ qui m'a orienté. C'est une sorte de diagnostic physique, spatial, social et artistique. Au contraire de la recherche de présence, de visibilité depuis l'extérieur, il y a d'autres endroits où nous cherchons dans la ville, au contraire, à apporter le calme, à préserver un sens de l'intériorité, à créer un oasis. À Luxembourg, dans le contexte de bureaux et d'institutions de la communauté européenne, dans un endroit que je trouvais bureaucratique, si vous voulez, gris, un peu triste. Pour la salle du concert de Philharmonie, j'ai répondu par une façade filtrante, faite de 827 fines lignes ou colonnes, qui permet de voir ou de ne pas voir à travers, d'éviter la claustrophobie, mais de donner un sens lumineux de l'espace intérieur, lumière naturelle, avant d'entrer dans les salles de concert. Un projet peut ainsi souvent se définir comme une invention pour répondre à une question de vie qui est un phénomène spatial, un facteur négatif à transformer. Il y a toujours un facteur négatif à transformer. Face à une platitude ou à une banalité de la production courante, cette fin des doctrines dont j'ai parlé, cette inquiétante fin de doctrine, libère les architectes, sommés brusquement d'être des artistes très créatifs et auxquels s'offre toute la palette des variétés techniques du monde. C'est l'éclatement des manières, des styles, le refuge, quelquefois, au contraire, une sobriété exagérée. C'est une lutte parfois pour la visibilité inutile, née de la nécessité de montrer qu'on est artiste. Dans l'éclatement des manières actuelles, il n'y a pas que des réussites. Mais je suis persuadé que c'est un des traits de notre monde actuel qu'il est inutile de vouloir tempérer depuis là où nous sommes. Nous connaissons donc ainsi à la fois des régiments de bâtiments tertiaires à uniformes commerciaux, et puis le zoo urbain fait d'animaux bâtis, hétéroclites et paraissant vouloir se contredire. Ce sont les traductions souvent mêlées de cette énergie dominante de l'économie.
sur la planète. La ville a toujours été le résultat d'une lutte entre la règle collective et les pulsions individuelles. Aujourd'hui, est-ce que l'idée de règle peut-elle intégrer dans la ville cet avènement de l'imprévu, de l'aléatoire, des multiples expressions, ou bien faut-il ignorer, contrecarrer ça? Je pense que ce trait actuel est une partie de notre avenir. Et je prends le risque de créer une règle qui soit comme une règle du jeu, qui donne une grande liberté aux architectes en instituant un rythme des volumes, des ouvertures entre les immeubles et en assumant qu'un immeuble sera en zinc, le suivant en bois et le suivant en béton. Ceci peut permettre de faire de cette diversité d'architecture singulière une richesse plurielle, d'obtenir vue et lumière, d'éviter les cours fermés, sombres, d'accueillir à la fois habitat, bureau, université. Vous savez combien la mixité nous paraît importante. Ceci permet aussi d'envisager une ville non figée, une ville durable parce que transformable, au sens où, à mon avis, elle est ouverte aux achats, aux reventes foncières, aux transformations d'un immeuble par un autre, avec une liberté de changer le programme. L'idéal de maîtrise du monde, cette entreprise de l'Occident, prenait, avec le mouvement moderne en urbanisme, un sens moral et esthétique. Le projet était prévoir et faire advenir le temps. Ne plus le laisser s'écouler selon le perpétuel retour des rituels et des calendriers. C'était le rôle de la planification. Le plan était pour les soviétiques une obligation rigide de résultat. En France, pour Pierre Massé, c'était un réducteur d'incertitude. Il définissait les étapes et les objectifs d'un devenir voulu et supposait un pouvoir plus ou moins centralisé pouvant contrôler la production. Et ce pouvoir, en France, l'État l'assurait sur le logement et l'aménagement du territoire. À partir des années 70, les initiatives et les investissements privés ont pris le relais, on le sait, sur cet effort public de construction considérable des Trente Glorieuses. Peu à peu, la planification a reflué. On a renoncé à l'idée de raser les 4/5e de Paris, qui, vous l'avez sans doute oublié, était la projection du futur dans les années 60. Parallèlement, dans toute l'Europe, les ateliers d'urbanisme abandonnent discrètement le modèle de l'urbanisme moderne et reviennent tant bien que mal à des formules imitant la ville antérieure. La ville de toujours, explique-t-on. En fait, on voit de tout. L'idéologie, l'image partagée du temps vacillait à l'Est, on le sait, et à l'Ouest, l'image du futur disparaissait, ayant perdu une cible avec la fin de la guerre froide. Pour certains, après la chute du mur de Berlin, l'idée d'universel était accomplie et elle s'appelait la mondialisation. C'est alors que dans les rencontres internationales sur l'habitat et la ville, la plupart organisées par l'UNESCO, on produisit une nouvelle notion qui venait remplacer la planification, comme une définition pour le futur. C'était le durable. C'était international. Que demain ne soit pas pire. On semblait passer du temps de l'incertitude à celui de l'imprévisible. Figure nouvelle du temps, inquiétante, innommable. Dans l'art, l'imprévisible devenait la figure rhétorique la plus répandue, la plus spectaculaire. De Jeff Koons à Matthew Barney, elle prenait le pas sur les références à l'objectivité, à la rationalité, au mythe de la vie personnelle et tous les autres thèmes. La formule de Lautréamont, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie, cette formule dont les surréalistes avaient exploré un peu la puissance était en ce sens visionnaire. Elle était aussi un emblème secret de l'architecture, nous le verrons. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les grands États d'Europe ont été attirés par un retour aux symboles du passé qui illustrent les projets d'Hitler, de Staline, une part de ceux de Mussolini, mais que représente aussi en douceur le style monumental de l'architecture officielle de notre pays à cette époque. Je n'ai pas mis d'image. Vous les connaissez. Toutes ces architectures avaient été choisies pour leur capacité à intimider, à chanter la puissance. Le mouvement moderne, l'architecture moderne, inquiétait. Il ne glorifiait pas les héros, il refusait la rhétorique monumentale. Or, après la guerre, soudain, tous les architectes, et souvent les mêmes qu'avant-guerre, se révèlent être modernes. Ils adoptent le style international.
On n'aime plus beaucoup les proportions verticales, on évite la symétrie. La confiance dans le progrès, en ces années qui, ouvrez les guillemets, chacune éloignée des horreurs de la guerre, comme les décrivait Renzo Piano, la confiance de ces années imprimait si fort dans les esprits l'idée, le mythe d'un temps universel tourné vers le futur. L'architecture n'était plus nécessaire pour dire le temps, et pour signifier les valeurs, elle s'était compromise. Elle devait servir. En France, on se tenait loin des symboles. Dans Paris, peu d'églises, peu de bâtiments institutionnels, excepté un bâtiment international de cette époque, l'UNESCO. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu les grands projets, il y a eu des retours, mais c'était après les Trente Glorieuses. Et depuis, la ville est devenue une nouvelle figure du politique. Une nouvelle figure du politique selon laquelle le passé est présenté souvent sous l'angle du patrimoine, du musée, voire des loisirs et du charme. Le présent construit, servant à illustrer les chiffres du dynamisme économique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'esthétique architecturale est l'enjeu de la lutte entre deux aspirations. Celle qui cherche le refuge dans les images du passé est aujourd'hui, en douceur, de plus en plus répandue. Une certaine régression se porte bien. Il faut dire que les fenêtres sur l'avenir sont floues. C'est l'ambiance rassurante qui forme le cadre décoratif de beaucoup de nos institutions. Ce passéisme des États et des villes bien installés se double aussi de leur modernisme bâtisseur et inspirateur de renouveau. C'est l'autre aspiration. C'est celle qui, par miracle, a maintenu de décennie en décennie l'architecture en lui donnant sens, parce que certains espéraient toujours d'elle quelque chose d'important. Elle doit produire des espaces heureux, certes, mais ce que l'on attendra de l'architecture à la fin, ce qui lui donnera sens, c'est qu'elle ouvre une route du temps. Une architecture, surtout un projet public, est une petite utopie qui s'est réalisée. Un morceau de futur qui est advenu aujourd'hui, à une époque où il n'y a pas de doctrine qui donne forme au temps. C'est ce que je ressens, cette idée d'une petite route possible. À chaque fois, à chaque projet, un nouveau chemin ouvert au temps. Rien de moins frivole que cette envie de savoir si nous aimons le même futur. En un temps où cet avenir nous est un peu caché, c'est ce qui nous rend probablement l'architecture importante. Je vous remercie.